7 janvier 2015, attaque à Paris à l'arme automatique, 12 morts. 8 janvier 2015, attaque à Montrouge à l'arme automatique, 5 morts. 13 novembre 2015, attaque à Paris à l'arme automatique et à l'explosif, 130 morts et plus de 350 blessés. 14 juillet 2016, attaque à Nice au camion, 86 morts et plus de 400 blessés. 1er octobre 2017, attaque à Marseille à l'arme blanche, 2 morts. 23 mars 2018, attaque à Carcassonne et à Trèbes à l'arme automatique, 5 morts. 12 mai 2018, attaque à Paris à l'arme blanche, 1 mort et 4 blessés. 11 décembre 2018, attaque à Strasbourg à l'arme automatique et à l'arme blanche, 5 morts et 11 blessés. 3 octobre 2019, attaque à Paris à l'arme blanche, 4 morts. Avril 2020, attaque à Romans-sur-Isère à l'arme blanche, 2 morts et 5 blessés. 29 octobre 2020, attaque à Nice à l'arme blanche, 3 morts, 1 blessé. 18 novembre 2023, attaque à Crépol au couteau, 1 mort et 12 blessés. Et j'abrège parce que la vidéo serait trop longue. À tout cela viennent s'ajouter plus d'une vingtaine d'attentats échoués et une cinquantaine d'attentats déjoués. En contexte d'agression collective, les premiers gestes de secours sur un blessé sont à réaliser dès que possible par tout secouriste professionnel, AAC, pompiers, personnel paramédical et médical, ou par toi-même, primo-intervenant, si tu es le seul capable d'intervenir sur le moment. La mise à l'abri est primordiale et les gestes de secours ne sont envisagés qu'à l'abri de la menace directe, comme par exemple des tirs, surtout si la neutralisation de l'agresseur est encore en cours et la levée de doute pyrotechnique pas encore réalisée. La situation tactique impose donc aux secouristes de l'avant de prioriser les gestes et de les limiter au strict nécessaire, ainsi que d'extraire rapidement les victimes jusqu'à un lieu sécurisé par les forces de l'ordre où la prise en charge sera complétée par les équipes préhospitalières médicalisées. Efficacité et rapidité de secours à l'avant exigent d'anticiper une stratégie des soins à délivrer en environnement non sécurisé. Le service de santé des armées a développé et éprouvé lors de son engagement dans le conflit militaire afghan une doctrine appelée sauvetage au combat, dans laquelle la prise en charge initiale d'un blessé de guerre suit un déroulé hiérarchisé de gestes secouristes puis médicaux. Cette doctrine, qui vise à lutter contre les décès dits évitables, est celle même inspirée par la doctrine américaine du Tactical Combat Casualty Care. Tactical Combat Casualty Care, les soins aux blessés en situation de combat, et adaptée au système de soins français avec médicalisation préhospitalière. Elle définit les gestes à réaliser en fonction de la situation tactique et de la position du personnel dans la chaîne de secours. Elle répond au principe du Damage Control Ground Zero. Après les actes élémentaires de sauvegarde et de mise à l'abri, l'arrêt des hémorragies est la première action à réaliser. Ensuite, les gestes secouristes doivent viser à maintenir les voies aériennes supérieures ouvertes, puis à évaluer les grandes fonctions vitales en recherchant et en traitant respectivement une défaillance respiratoire, circulatoire et neurologique. Enfin, la lutte contre l'hypothermie doit faire partie intégrante de la prise en charge à l'avant. L'examen du blessé de guerre est systématisé et résumé par l'acronyme MARCHE, auquel correspondent pour chaque lettre un ou plusieurs signes cliniques à rechercher et un ou plusieurs gestes salvateurs à réaliser en fonction de la compétence de celui qui le pratique et du matériel dont il dispose. Regarde ou revois cette vidéo pour les détails du protocole. Pour un secouriste à l'avant, le déroulé de cet acronyme permet en moins d'1 minute d'identifier une détresse vitale, puis de la stabiliser ou de la traiter en attendant une évacuation ou un renfort médicalisé. La transposition de cet acronyme en milieu civil insécurisé semble être pertinent, puisque celui-ci permet un équilibre entre la nécessité de soins précoces aux victimes et le risque environnemental, comme le risque de surattentat, en maîtrisant l'exposition du personnel engagé. Nous allons voir dans cette vidéo la première lettre de l'acronyme MARCHE, le M. Alors accroche-toi parce qu'il y a beaucoup à retenir dans cette vidéo, et après sa publication, il y aura peut-être une interro surprise avec un cadeau à la clé. Alors abonne-toi et c'est parti.
Alors, le M, Massive Bleeding Control, arrêt des hémorragies externes. La priorité, c'est d'arrêter les hémorragies externes, parce qu'un blessé peut être exsanguiné en quelques minutes. Il s'agit de la première cause de mort évitable. Dans le cas d'une agression collective, un nombre initialement réduit de secouristes doit prendre en charge de nombreuses victimes à haut risque hémorragique. Les principes élémentaires de l'arrêt des hémorragies en situation conventionnelle, point de compression, relais par pansement compressif, pansement hémostatique ou garrot, doivent donc être adaptés pour permettre de traiter le plus rapidement possible un maximum de victimes. Le meilleur moyen d'hémostase d'une hémorragie de membre en milieu sécurisé, c'est le garrot. Il permet de stopper efficacement et durablement une hémorragie de membre tout en libérant rapidement le secouriste pour d'autres victimes. Plusieurs études ont montré que lorsque le garrot est laissé en place moins de 2 heures, les complications sont exceptionnelles, ce qui incite à une utilisation par excès dans les situations d'agression collective par arme automatique ou arme blanche. Le garrot a pour principe d'interrompre la circulation sanguine en aval de son lieu d'application afin de diminuer ou plutôt de stopper même un saignement. Il doit donc exercer une pression suffisante sur la peau qui, en se transmettant aux structures sous-jacentes, permet d'occlure la circulation artérielle. La pression d'occlusion artérielle d'un membre dépend du diamètre de ce dernier, de sa largeur et de la pression artérielle systolique et diastolique. Attention, dans le cas d'un garrot trop serré ou laissé trop longtemps sur un membre plus de 2 heures, il y a un risque de paralysie du membre. Si le garrot il est laissé plus de 4 à 6 heures, les risques de gangrène et de troubles rénaux augmentent considérablement. Les garrots de type tourniquet pneumatique sont à privilégier puisqu'ils ont montré leur supériorité sur les autres types de garrots. Leur pose a un impact significatif sur la survie si celle-ci est faite avant l'apparition du choc, d'où la nécessité d'une pose précoce à l'avant par des secouristes. À l'abri, le garrot doit être placé idéalement 5 cm en amont de la lésion la plus proximale qui saigne, s'il y a plusieurs lésions, toujours en évitant les articulations. Celui-ci doit être serré jusqu'à efficacité. Un deuxième garrot peut être posé en amont du premier si ce dernier est inefficace. Un garrot mal serré entraîne une occlusion veineuse sans occlusion artérielle, ce qui majore le saignement. C'est pourquoi il est impératif de toujours revérifier l'efficacité du garrot. Celle-ci s'évalue par l'arrêt de l'hémorragie et par la disparition du pouls en aval. A noter que la pose d'un garrot artériel est douloureuse. Son heure de pose doit impérativement être notée de manière claire et précise au marqueur indélébile en traçant un T avec un horaire sur le garrot en lui-même ou sur le front de la victime et par la suite sur la fiche médicale de l'avant qui accompagnera le patient jusqu'à son arrivée à l'hôpital. Un garrot posé à l'avant ne doit jamais être recouvert pour pouvoir rester visible et doit être réévalué par les équipes médicales en zone sécurisée afin de s'assurer de son efficacité pour pouvoir procéder à une éventuelle conversion. Le garrot il est maintenu systématiquement dans les cas d'amputation traumatique, de choc hémorragique, de troubles de la conscience et dans les cas de saignement non contrôlable par pansement hémostatique et compressif. En dehors de ces situations, le garrot pourra être converti. Alors, à savoir qu'un garrot tactique, c'est pas un type de garrot spécifique, mais qu'il s'agit plutôt de la pose précoce d'un garrot en zone d'insécurité sur un saignement menaçant le pronostic vital, le temps de permettre l'évacuation d'un blessé dans une zone sécurisée. Il peut être posé par le blessé lui-même ou par un camarade de combat proche. Il est mis à la racine du membre qui saigne et serré jusqu'à disparition du saignement. Il est ensuite réévalué immédiatement à l'abri. Ce concept de garrot tactique est celui qui est enseigné aux militaires sous le feu, aux forces d'intervention spécialisées du territoire national et plus récemment aux sapeurs-pompiers, amenés à évoluer dans les corridors d'extraction mis en place par les forces de l'ordre en cas de tuerie de masse. Alors, la conversion d'un garrot. Il s'agit d'un processus délibéré de changement de moyen d'hémostase entre un garrot et un pansement relais, qui peut être un pansement compressif hémostatique. Après l'application d'un pansement relais au niveau de la plaie, le garrot il pourrait être desserré progressivement sur une dizaine de minutes, mais en le laissant toujours en place, prêt à être resserré en cas de reprise hémorragique.
ou d'inefficacité du pansement relais. La question de la conversion. La question de la conversion doit être systématiquement posée dès la prise en charge par les équipes médicales. En effet, la pose d'un garrot provoque des lésions ischémiques tissulaires et leur importance augmente avec la durée de maintien du garrot. De plus, ce dernier y provoque une douleur importante. La décision de conversion est prise idéalement avant 2 heures d'application en fonction du contexte et du temps d'évacuation de la victime jusqu'à l'hôpital, notamment si l'arrivée est estimée après les 2 heures d'application du tourniquet. La conversion du garrot peut être envisagée si, et seulement si le blessé est en zone sécurisée, si le blessé est conscient, si la blessure n'est pas une amputation ou si le blessé n'est pas en choc hémorragique, si la pose du garrot est inférieure à 4 heures, comme je disais avant, si la surveillance du patient et de la plaie est possible pendant au moins 20 minutes, la plaie devant rester visible, ou également si un relais de pansement compressif ou hémostatique est possible. Voyons un peu les garrots jonctionnels. Des dispositifs de compression jonctionnelle ont été développés ces dernières années et certains utilisés sur des théâtres d'opérations militaires. Ils sont destinés à interrompre la vascularisation d'un membre par la compression artérielle proximale. Ils permettent aussi une compression ciblée sur un packing de plaie hémostatique. Leur efficacité a été prouvée en laboratoire sur des volontaires sains et sur des cadavres, mais leur utilisation réelle n'est pour l'instant que peu décrite. Pour les hémorragies jonctionnelles du creux linguinal, des dispositifs ont été développés permettant de comprimer l'artère fémorale tout en stabilisant le bassin, comme le SAM jonctionnel tourniquet. Ces garrots dits jonctionnels commencent à être en dotation dans certains véhicules médicalisés civils. En revanche, peu d'arguments plaident encore en faveur de leur généralisation dans les véhicules de premier secours. Mise en place un peu fastidieuse, coût élevé et nécessité d'une formation vraiment spécifique. Les ceintures pelviennes. En cas de suspicion de traumatisme abdominaux-pelvien, une contention par ceinture pelvienne peut venir compléter la prise en charge de l'avant. En limitant l'augmentation du saignement interne par diminution du volume pelvien maximal, la ceinture pelvienne contribue à réduire l'hémorragie occasionnée par un traumatisme fermé du bassin ou à une plaie abdominaux-pelvis-fessière. Voilà. Cette contention pelvienne à hauteur des grands trochanteurs peut être réalisée par une ceinture de contention pelvienne en dotation, ou à défaut par des moyens de fortune en tissu comme une écharpe ou des draps. Afin d'être pleinement efficace, elle doit être complétée par une contention des 2 membres inférieurs. La mise en place d'une ceinture pelvienne à l'avant doit être la plus précoce possible. Ces dispositifs habituellement réservés aux équipes médicales peuvent être posés par des secouristes sous réserve d'une formation vraiment spécifique. Les pansements hémostatiques. Il existe 2 types de pansements hémostatiques qui se différencient selon leur mode d'action. Soit un effet mécanique pour les pansements composés d'éléments organiques type chitosane, ou effet biologique procoagulant pour les pansements contenant des composés minéraux type kaolin, ou kaoline, je sais pas comment on dit. Leurs indications, elles sont en première intention les hémorragies non garrotables, c'est-à-dire celles pour lesquelles la pose d'un garrot est impossible, telles que les hémorragies jonctionnelles, les plaies des racines et des membres, les plaies pelvis-fessières et les plis de la base du cou et celles du scalp. En deuxième intention également, ces pansements sont utilisés en cas d'échec des autres moyens d'hémostase déjà mis en œuvre ou lors de la conversion de garrot. Ok, vient le tour des pansements compressifs. On va se dépêcher parce que ça ameule. Dans ce contexte, je vais me faire tirer comme un lapin, moi. Dans le contexte de prise en charge secouriste de multiples blessés par arme automatique ou par arme blanche, les pansements compressifs sont utilisés soit d'emblée sur une plaie hémorragique de membre, soit en relais d'un garrot ou en association avec les pansements hémostatiques pour des plaies non garrotables. Il existe des pansements compressifs prêts à être utilisés, mais ils peuvent également être réalisés par les secouristes lui-même avec un paquet de compresses associé à un bandage avec un sparadrap large très adhésif. Tous les moyens d'hémostase externe temporaire décrits ci-dessus ont des limites d'efficacité sur des plaies complexes ou profondes. En cas d'hémorragie externe incontrôlable,
il faut multiplier ou associer les techniques. Garrot, pansement hémostatique ou pansement compressif. Voilà. Volontairement, j'ai pas parlé des pansements occlusifs parce que ceux-là, ils entrent dans la partie R du protocole marche, qu'on verra lors d'une prochaine vidéo. En attendant, regarde de nouveau cette vidéo une nouvelle fois pour être sûr d'avoir bien tout compris. Elle est assez compliquée. N'hésite pas à commenter pour me dire ce que tu en as pensé ou pour poser des questions si j'ai pas été assez clair sur un point. Et on se dit à bientôt sur la chaîne ou sur les différents réseaux sociaux où tu peux me retrouver. Allez, ciao!